propose de commencer tout de suite le webinaire. Alors, pour cette, donc déjà, bienvenue à ceux qui participent. Vous êtes nombreux, vous êtes connectés déjà. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Lionel Arzur. Je fais partie d'Augustaris depuis une quinzaine d'années et je suis sur SAP depuis un petit peu plus que 15 ans. Je suis directeur associé en charge des opérations. Je vais participer au webinaire et présenter le webinaire avec André Baveux, qui est notre PDG Augustaris, et avec Paul, qui est architecte chez Andexar, qui est notre partenaire historique sur la partie infrastructure. Donc Andexar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un partenaire qui travaille avec nous depuis de nombreuses années et qu'on embarque beaucoup dans nos offres et dans nos projets pour sécuriser la partie infrastructure. Et ils hébergent également notre infrastructure Augustaris. Voilà. Donc l'objectif du webinaire, il est de tenter de répondre à certaines questions que vous posez sans doute. Donc la première question, bien sûr, c'est pourquoi migrer vers S4 et comment migrer vers S4. Donc ça, c'est un des gros enjeux du webinaire et des questions que vous pouvez vous poser. On va ensuite vous expliquer la démarche Skyfield que nous avons mise en place côté Augustaris, qui est une approche de migration qu'on va essayer de vous détailler et surtout vous expliquer les apports qu'elle peut représenter dans votre trajectoire. Je laisserai ensuite la main à Paul qui va nous expliquer d'un point de vue infrastructure quels sont les impacts de la migration et comment est-ce qu'on peut la sécuriser le socle technique. Et ensuite, on va regarder sur des cas concrets tout ce qu'on a expliqué, comment ça se modélise auprès de nos clients. Bon. Donc l'objectif surtout, c'est de vous expliquer notre trajectoire, la façon dont on sécurise les migrations et surtout de vous expliquer concrètement comment se déroule un projet chez nous, Augustaris. Donc je vais me lancer tout de suite dans les premières explications. Je vous propose, pour que ce soit plus fluide et qu'on ne coupe pas la présentation, de poser vos questions par chat et on y reviendra à la fin. Donc on a prévu un espace de questions-réponses en toute fin de webinaire qui va nous permettre de répondre plus directement et d'échanger avec vous en direct. Hop. Donc, le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est la trajectoire S4 et la façon dont on doit la défendre. Donc, notre objectif, parce que je pense que vous venez en grande partie des DSI chez nos clients, l'objectif, c'est pas de vous convaincre de la nécessité de faire une migration S4. Vous avez eu déjà de nombreuses présentations par des partenaires ou par SAP directement. Vous voyez l'intérêt de passer sur S4, vous comprenez la mécanique et vous voyez surtout le spectre de 2027 qui arrive avec la nécessité de passer sur S4. Donc l'objectif, c'est pas de convaincre en tant que DSI de la nécessité d'y passer, c'est surtout de trouver les arguments concrets qui permettent de justifier une trajectoire S4 auprès de votre direction et de vos métiers. Donc une conversion S4, c'est pas juste une conversion technique. C'est pas un projet long et coûteux qui ne sert à rien, c'est surtout un projet qui va vous apporter concrètement des avantages d'un point de vue métier et vous aider à transformer votre activité. Voilà. Donc c'est tout l'enjeu qu'on veut vous proposer et c'est ce qui va nous permettre également d'entamer les discussions avec vous sur la trajectoire de conversion. Donc les questions qu'on se pose, c'est est-ce que je refais tous mes process ou est-ce que je reconduis mon ECC en l'état pour la conversion? Et en fonction de ce que vous allez décider, vous aurez plus ou moins d'arguments à défendre auprès de votre direction. Donc c'est tout l'enjeu, à mon avis, de cette conversion et c'est tout l'intérêt que peut représenter notre trajectoire Skyfield qui va vous permettre à la fois d'optimiser votre planning et aussi de le défendre d'un point de vue métier à votre direction. Si je reprends des slides que vous avez peut-être déjà vus en macro côté SAP, si je reprends les principaux scénarios de conversion, je commence par le scénario pure brownfield. Donc, un scénario pure brownfield, c'est ce que j'appellerais une conversion technique. Donc, l'objectif, c'est de réutiliser le maximum de processus, voire la totalité des processus. C'est une conversion assez automatisable et assez automatique. Le gros avantage, c'est que c'est un projet qui est rapide, à un coût relativement faible. On mobilise assez peu le métier. Finalement, on va reproduire l'existant. Donc, finalement, à part des tests de non-régression, on n'est pas supposé faire de nouveaux tests, de nouvelles fonctionnalités. Les inconvénients, de notre point de vue, c'est qu'on convertit la totalité de l'ECC. Donc, on convertit ce qui est bien, ce qui fonctionne bien, ça c'est bien, mais on convertit également ce qui fonctionne mal ou ce qu'il faudrait améliorer. On ne peut pas faire de sélection. On bénéficie finalement relativement peu des apports de S4. On va avoir les apports S4 obligatoires qui sont mentionnés par SAP, mais on n'ira pas au-delà. Donc, on ne va pas développer de nouvelles fonctionnalités. Donc, ça oblige finalement, si vous voulez vraiment dégager de nouvelles fonctionnalités et un vrai apport de la solution, ça va vous obliger à faire un projet d'évolution dans un second temps.
L'avantage, c'est un projet rapide. L'inconvénient principal, c'est qu'on bénéficie peu des apports de S4. Si je prends complètement de l'autre côté, une migration pure Greenfield, donc là, on fait un nouveau projet d'implémentation. Donc le gros avantage, c'est qu'on va apporter de la valeur, on va pouvoir redesigner complètement ces processus et les caler à la réalité métier du moment. Donc ça, c'est important. On va pouvoir dégager un ROI, parce qu'on va remettre à plat un grand nombre de process métiers et réécouter le métier pour faire évoluer. L'inconvénient, c'est qu'on part sur un projet qui est très long. C'est un projet long avec des coûts importants et on va fortement solliciter le métier. Donc ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser quand on fait la migration. Et nous, ce qu'on propose, plutôt que d'avoir une vision très binaire où d'un côté, je réutilise tout et de l'autre côté, je refais tout, on se propose, nous, d'avoir une conversion intermédiaire, une conversion hybride, qu'on a appelée Skyfield. Donc Skyfield, c'est vraiment une trajectoire propre à Augusta Reeves. Et on vous propose une conversion flexible. Donc, si je dois résumer vraiment en 2 termes, on doit, grâce à la conversion flexible d'Augusta Reeves, la conversion Skyfield, l'objectif, c'est de reconduire ce qui a bien fonctionné côté ECC. Il n'y a pas d'intérêt à les revoir et de perdre du temps à les revoir. Et par contre, on va refondre les pain points, tout ce qui vous pose problème, tout ce qui a été remonté par vos métiers, tout ce qui a été remonté par des partenaires, etc. On va pouvoir les refondre complètement. Donc, les gros avantages, c'est qu'on va pouvoir apporter de la valeur sur des sujets prioritaires. Pas sur la totalité des sujets, mais sur les sujets prioritaires. On va capitaliser sur l'existant, ce qui va nous faire gagner beaucoup de temps et éviter de retester des choses qui fonctionnent déjà. Ensuite, on va pouvoir mieux maîtriser le planning et le coût du projet. C'est-à-dire qu'on va être dans une situation intermédiaire entre le brownfield et le greenfield, où finalement, on va pouvoir maîtriser ce qu'on fait et les efforts qu'on y met. Donc, on n'est pas parti sur un gros projet complètement d'implémentation full scratch d'un coup. Et ensuite, on va avoir des capacités à nettoyer le système ECC actuel. Donc là, la méthodologie qu'on a mise en place et l'architecture qu'on a mise en place permet de faire du nettoyage. Par exemple, pour des carve-out. Si vous avez des vieux paramétrages ou des vieilles données dont vous voulez vous séparer, on a la possibilité de le faire. Donc, l'objectif vraiment de Skyfield, c'est d'avoir une capacité hybride, de pouvoir réutiliser ce qui est réutilisable et de pouvoir refondre ce qu'on a absolument besoin de refaire. Si je rentre dans le concret, les gros apports de la solution Skyfield par rapport aux autres approches qui sont proposées en termes de conversion, donc déjà, notre approche, elle est certifiée. C'est une approche qui est de type brownfield. Elle est certifiée par SAP, ça valide notre maîtrise des outils de conversion, le bon respect des pratiques et notre package méthodologique. Voilà. Donc ça, c'est un package qui est certifié, qu'on a fait certifier déjà depuis pas mal de temps avec SAP. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que Skyfield, finalement, c'est du brownfield, 100% de brownfield. Donc on retrouve toutes les actions, toutes les activités qu'on peut faire dans du brownfield. Donc pour ceux qui savent pas, on va avoir du SI check, de l'ATC check, la SUM, tous ces éléments, tous ces moteurs SAP de conversion, on va les retrouver. L'avantage de Skyfield, c'est qu'on va pouvoir adapter. Donc si je résume, Skyfield, c'est 100% de brownfield, on fait toutes les activités de brownfield avec quelques adaptations qu'on va sélectionner. Et ça nous permet notamment de décorréler le paramétrage des données SAP, et donc d'avoir la main à la fois sur le paramétrage et sur les données qu'on veut mettre dans S4. Ce qui va nous ouvrir beaucoup de portes pour faire évoluer votre système. Le deuxième point qui me paraît important sur l'approche Skyfield, c'est qu'on va pouvoir se concentrer très fortement sur les axes de progrès qu'on veut mettre en place dans la migration. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est tout ce qu'on peut réutiliser, on réutilise. Et on se focalise sur ce qui nous pose problème ou ce qu'on veut faire évoluer. Donc, la démarche, elle va être assez simple. On va d'abord s'appuyer sur les axes de progrès qui ont été identifiés par les métiers. Alors, je pense que depuis des années, via la TMA, via les projets, les métiers vous ont fait des demandes, voire des reproches sur ce qui a été mis en place dans votre CC. Donc, on va prendre tout ça en compte. On va essayer de regarder ce qui est faisable et on va les lister. Le deuxième axe, c'est qu'on va regarder ce que peut apporter SAP, donc ce que peut apporter S4. On va combiner ces 2 points, donc les axes de progrès demandés par le métier et ce que peut apporter S4. Et derrière, on va faire un gros travail d'analyse avec vous. Ça, on ne le fait pas tout seul, bien sûr, c'est avec vous qu'on le fait, pour prioriser et l'adapter à votre calendrier d'entreprise. Ce que ça signifie, c'est que vous avez sans doute, au-delà de la migration S4 à organiser, vous avez des projets, des évolutions, peut-être des rachats, des acquisitions, des fusions qui sont organisées ou qui sont planifiées dans les années à venir. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de caler le projet de migration sur ce calendrier, pour profiter à la fois de l'apport de S4, mais tout en combinant et en ne bloquant pas votre
votre progression et votre activité. Donc toute cette priorisation et cette adaptation va nous permettre de définir la meilleure trajectoire de conversion avec vous. Et donc la trajectoire de conversion, elle va être globalement adaptée en fonction de ce que vous voulez mettre en termes d'axes de progrès. Donc les axes de progrès, ça peut être un retour au standard, ça peut être des apports du métier, c'est-à-dire on refond certains systèmes, certains process, on met en place de nouvelles fonctionnalités qui peuvent vous aider et vous aider dans l'ergonomie ou aider dans l'automatisation. On a des apports techniques pour pérenniser votre récit, limiter les coûts de maintenance, etc. Et on a des nettoyages. Et donc Skyfield, finalement, ce que j'ai représenté en bas du schéma, ça va être un curseur qu'on va pouvoir faire bouger avec vous entre brownfield et greenfield. Donc on va rester sur du brownfield d'un point de vue technologique et bénéficier de tout l'avantage de brownfield. Par contre, on va pouvoir mettre le curseur soit plus vers un projet de réutilisation, soit vers des nouvelles fonctionnalités. Et c'est ça qui va nous permettre de tuner le budget avec vous et de l'organiser au mieux. Un troisième axe qui est vraiment important pour nous, et on l'a constaté chez nos clients, c'est qu'on maîtrise le planning. Voilà. Donc le gros avantage par rapport à un projet de refonte, par exemple, c'est que le planning, on a moyen de le sécuriser facilement. Déjà, la première façon de le sécuriser, c'est qu'on ne va travailler et mettre de l'effort que sur les process à valeur ajoutée. Tout ce qui va être réutilisé, finalement, va être fait de manière automatique avec les outils de conversion. Donc, on va focaliser notre effort, et donc le planning et le temps qui nous est imparti, sur des sujets à valeur ajoutée. Ensuite, on va industrialiser. On a les outils de conversion SAP, on a nos retours d'expérience, on a des accélérateurs qui vont nous permettre d'optimiser le planning et de le sécuriser. Ensuite, un point qui est important, le projet dure quand même plusieurs mois. On ne peut pas se permettre pendant plusieurs mois de geler complètement votre activité. Donc, ce qui est un des problèmes souvent lors des projets de conversion. Donc nous, avec Skyfield, on est capable de maintenir une activité TMA sur votre ligne TMA et ne pas faire de gel des demandes. On va faire un projet en parallèle qui va vous impacter le moins possible et vous pourrez continuer à faire votre TMA sur la ligne principale. Un point qui est important également, suivant votre activité et surtout le moment à faire la bascule, c'est qu'on va pouvoir assurer une continuité de business. C'est-à-dire que toutes les tâches de migration, de conversion, on va pouvoir les anticiper sans vous impacter, sans impacter votre activité sur ECC. Et au moment où on fait la bascule, on va être capable de limiter le downtime technique. Donc si je résume, on coupe ECC, on allume S4, c'est pas tout à fait transparent, mais quasiment transparent pour vous. Donc on aura une certaine continuité là-dessus. Donc ce qui va vous permettre de sécuriser le planning et sécuriser la mise en œuvre de S4. Donc l'objectif, c'est d'avoir un impact le plus mesuré possible sur votre TMA, voire sur d'autres projets SAP que vous voulez mener, et de solliciter le minimum possible le métier, juste sur les points d'amélioration qu'on aura déterminés ensemble. Le quatrième grand axe qu'on voulait vous présenter, c'est la partie accompagnement. C'est vrai que c'est un projet qui peut vous amener des changements, qui doit vous amener des changements, aussi bien au sein de la DSI et du centre de compétences que d'un point de vue métier. Donc, l'objectif, c'est qu'on ajuste le changement avec vous, qu'on l'adapte. Donc, on peut très bien imaginer de mettre en place S4, mais d'utiliser encore les transactions back-end. C'est faisable. On peut décider d'aller tout de suite vers les transactions front-end Fiori. Donc ça, forcément, ça va avoir un impact très fort sur le change. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'adapter notre change et notre accompagnement à votre trajectoire de mise en place de S4. Des nouvelles fonctionnalités, de l'ergonomie que vous souhaiterez mettre en place. Donc, on va vous accompagner là-dessus, on va vraiment l'ajuster par rapport à vos besoins, et on va mettre à disposition des supports de formation, via l'outil Enable Now que SAP propose, qui va vous permettre de monter rapidement sur la solution. En parallèle, donc ça c'est plutôt pour la partie métier et puis de l'accompagnement des métiers, en parallèle, on va vous intégrer en tant que centre de compétences, on va vous intégrer à part entière dans le projet. Donc, déjà, on va vous faire des transferts de compétences sur le reporting, sur les autorisations qui changent beaucoup dans SAP, sur les workflows si c'est un sujet qui est pertinent pour vous, etc., etc. Donc on a un certain nombre de sujets au catalogue sur lesquels on va vous transférer des compétences. Et on peut aller, alors après ça dépend de l'organisation de votre équipe et de votre souhait pour vos équipes, on peut aller jusqu'à intégrer dans nos équipes, Augusta Reeves, des consultants de votre centre de compétences. Et on va les faire travailler comme des consultants Augusta Reeves, on va les suivre comme des consultants Augusta Reeves. Le gros avantage, il est double, c'est qu'on va pouvoir réduire le budget du projet, parce que forcément, les tâches que vous ferez, elles vous coûteront à vous en interne, elles ne vont pas vous être facturées par Augusta Reeves. Donc, ça vous fait une réduction qui peut aller jusqu'à 50% du budget du projet. Et l'autre avantage, c'est que ça vous prépare pour le post-Go Live d'S4.
et donc les TMA et les projets que de toute façon vos équipes devront mener à la suite du projet. Donc vraiment un accompagnement métier très fort et une intégration étroite de la DSI, du centre de compétences dans le projet. Donc si je dois résumer, ce sera mon dernier slide me concernant, on vous propose une approche certifiée, donc c'est du brownfield avec des adaptations, et ça s'appelle Skyfield par Augusta Reeves. On contrôle le budget, donc on choisit avec vous les process qu'on veut faire évoluer, tout le reste on le laisse et on le reconduit. On optimise le planning, donc on ne bloque pas votre CC, vous continuez à travailler pendant toute la durée du projet sur votre ligne, et on vous accompagne d'un point de vue métier et d'un point de vue centre de compétences pour optimiser le post-go live et le post-projet S4. Donc, ça, c'était vraiment sur la partie applicative. Maintenant, un projet de conversion de ce type engendre beaucoup de questions, notamment sur la partie infrastructure. Donc, on entend parler de RISE, de cloud, d'offres hébergées et de services managés. Donc, toute cette partie-là, c'est une partie sur laquelle on se fait accompagner par notre partenaire Andexar. Donc, je vous propose de laisser la main à Paul qui va vous expliquer les grandes lignes de ce qu'on peut faire en termes d'accompagnement. Et je te laisse la main du coup, Paul. Je vais participer du coup. Est-ce qu'il y avoir un écho? Bonjour à tous. Donc, la migration, le saut, on va dire, d'un ECC vers un S4, en général, c'est aussi le moment où on fait une remise en question sur tout le socle technique sous-jacent. En effet, une nouvelle archi S4HANA, elle est différente. Il y a de nouveaux composants. On a du front-end avec du Fiori. On a le Content Server, l'ADS. On a des Cloud Connectors BTP. Donc, on a des nouveaux composants qui arrivent au niveau de l'architecture. On a également une base de données HANA, in-memory. On va avoir des équipements certifiés pour la base de données HANA. Et c'est aussi l'occasion d'avoir une solution qui est plus agile et plus souple dans l'utilisation. Donc, tout ça, ça dépend en fait comment vous venez consommer le RP, le S4HANA. Donc, si vous êtes sur des licences aujourd'hui S4HANA on-premise, ou si vous allez passer sur S4HANA Cloud Rise with SAP. Donc, si vous êtes sur des licences on-premise, vous pouvez décider de rester sur une infrastructure on-premise avec des appliances dédiées, ou vous pouvez également décider d'être sur des environnements virtualisés, donc avec du TDI. Vous pouvez également décider de passer sur une infrastructure cloud avec CSP, comme le cloud chez Andexar qui s'appelle EDX for SAP. Il y a la possibilité également, donc avec des équipements certifiés bien sûr for HANA, il y a la possibilité également de passer sur les hyperscalers. Les hyperscalers, qui soient américains, français ou même on va avoir des partenaires tels que Microsoft, donc avec Azure, et on va avoir OVH Cloud. Donc tous ces environnements, en fait, tout dépend de votre flexibilité, de vos choix, de vos choix. Vous pouvez également décider d'aller sur RISE. Donc voilà, donc là c'est une offre full packagée, tout est compris avec SAP. Donc ça, voilà, les décisions, en fait, tout dépend de votre flexibilité. Est-ce que vous décidez de rester sur des licences on-premise ou vous décidez d'aller sur un type de S4HANA Cloud avec RISE. Aujourd'hui, chez Andexar, on a une 50aine de clients SAP managés et on en a une 20aine sur S4. On a à peu près la moitié de nos clients qui sont sur des infrastructures on-premise, donc avec soit du TDI, soit des appliances. On en a 35% qui sont sur notre CSP, sur notre Andexar for SAP, EDX for SAP, et on en a environ 10% sur Hyperscaler et 5% sur RISE. Donc ça, c'est les environnements qu'on propose. Tout dépend de, voilà, chaque cas client est différent, en fonction du passé, du legacy, de vers quoi vous vous orientez, des services que vous souhaitez. Voilà, il n'y a pas que des services SAP, il y a aussi, vous êtes connecté à d'autres systèmes. Si les systèmes sont chez vous, sont on-premise ou sont sur les hyperscalers, sur votre CSP, voilà. Tout dépend, chaque cas client est unique et chaque client voilà, décide de vers quoi il s'oriente.
Donc, chaque infrastructure a sa philosophie. On va avoir des infrastructures qui ont des avantages et des inconvénients. Les infrastructures on-premise, on va plutôt être sur des orientés vraiment sécurité, le contrôle complet de l'infrastructure, la possibilité de customiser comme on le souhaite. Par contre, d'un côté, ça met un investissement supplémentaire avec les délais de livraison, une capacité d'échelle limitée, et il faut aussi avoir la maîtrise technique en interne. Concernant les CSP, tels que Andexar, donc on va avoir une infrastructure hébergée chez votre partenaire, de la scalabilité, la protection des données, la réduction des délais de déploiement, etc. Et on va avoir certaines contraintes légales qui peuvent, on va dire, les moins en fonction de si vous avez besoin d'avoir, en fonction si vous êtes en pharma, si vous avez des contraintes qui sont fortes, et ben à ce moment-là, certains CSP ne proposent pas ces avantages, ces certifications. Et enfin, on a les hyperscalers. Donc là, il y a des mises à l'échelle très importantes. Vous avez une grande quantité de services disponibles également, donc que ce soit Azure, AWS ou même GCP. C'est simple d'utilisation et le coût sur le court et moyen terme est plutôt intéressant. En revanche, on va être sur donc les aspects plutôt, on va dire, les moins. C'est sur le long terme, les prix commencent à rattraper, commencent à devenir chers. Les aspects sécurité, ça j'en parlerai dans la slide d'après. On a aussi des questions par rapport au Cloud Act qui font partie quand même des aspects certains clients sont réticents à cause de ces aspects légaux. Et il faut également avoir les compétences pour la migration vers ces hyperscalers. Donc nous, on a des clients aujourd'hui par rapport à leur choix. On a des clients qu'on migre, par exemple, on a un client aujourd'hui, un client industriel du nord de la France qui veut migrer vers une infrastructure on-premise. Donc, par rapport au projet, à l'emploi du temps de ce projet, enfin, le planning de ce projet, on a été obligé d'abord de le migrer sur notre CSP. Voilà, on a une grande flexibilité à ce niveau-là. On a d'abord migré sur notre CSP pour le faire, qu'il ait le temps d'installer son infrastructure, d'avoir les compétences, toute cette mise en place de son côté avant de le faire migrer, donc d'abord de notre CSP, ensuite vers son on-premise. On a aujourd'hui des clients de la défense qui ont des gros enjeux de sécurité, qui, eux, veulent avoir beaucoup de souplesse au niveau des services. Donc, on leur a proposé OVH, par exemple, avec le Secnum Cloud, qui leur apporte une sécurité supplémentaire et une garantie par rapport à leurs services et à leurs besoins. Et on a d'autres clients, donc par exemple un client pétrolier qui, ce qu'il voulait, c'est énormément de souplesse, énormément de services qui étaient également sur les hyperscalers, donc, et beaucoup les avantages des services qui sont sur les hyperscalers au niveau de la mise à l'échelle aussi, qui était très important. Donc, il a décidé d'aller sur le cloud d'Azure. Il n'y a pas de bonne solution ou de mauvaise solution. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Chaque cas client est unique et chaque client, en fonction de ses impératifs, de ses limitations, vers quoi il souhaite aller, va plutôt aller vers du on-premise ou du CSP ou vers les hyperscalers. Et justement, il y a un point sur les hyperscalers qui est important, c'est la partie sécurité. Beaucoup de nos clients aujourd'hui ont peur des hyperscalers par rapport à la sécurité. Pourquoi ? Parce que les hyperscalers, donc Azure, AWS, GCP, on rajoute également OVH, sont des plateformes, donc au niveau de la sécurité, on se pose beaucoup de questions, notamment sur le cadre réglementaire, par rapport au domaine d'activité, la pharma, la défense. Comment sécuriser correctement son environnement ? Est-ce qu'un hyperscaler aujourd'hui, il est sur Internet ? Ces data centers sont accessibles par Internet. Donc, est-ce que je suis dépendant de cette connexion ? Est-ce que je suis à l'abri des attaques ? Voilà, quels sont les degrés de responsabilité dans le cloud ? Est-ce que je peux régler des problèmes d'infrastructure ? Toutes ces questions-là, en fait, c'est des questions sur lesquelles on répond. On est force de proposition sur tous ces points-là. Et c'est des questions que nos clients aujourd'hui, l'objectif sécurité, c'est d'apporter tous ces aspects sécurité pour nos clients. Et c'est des points qui sont importants pour la migration de votre système S4 sur les hyperscalers.
Donc voilà pour notre partie. Je vais laisser la main à André pour la partie les use cases de migration Forana. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez? Il faut que je recommence? Oui. Oui. Donc bonjour à tous. Petite difficulté au démarrage. Donc je vais vous présenter quelques références, quelques use cases, surtout quelques histoires. Donc le marché des conversions, je pense qu'aujourd'hui il est maîtrisé par Auguste Arrive et par quelques acteurs, mais on a, vous le verrez, beaucoup de contextes. C'est assez riche, c'est assez varié, et je me propose de vous présenter quelques cas, quelques contextes pour illustrer des thématiques et des trajectoires de migration. Alors, je vais commencer par Editis. Donc, Editis, c'est un gros groupe d'édition. Vous avez dû en entendre parler. Il a changé récemment d'actionnaire. Il devrait encore changer d'actionnaire. Mais à l'époque, on n'avait pas tous ces débats et on était avec la direction générale pour étudier une trajectoire de conversion vers S/4HANA. Donc, ils avaient d'abord un problème un peu structurel dans la solution. Le contrôle de gestion avait un problème de conception. Pour ceux qui connaissent, on avait beaucoup de périmètres analytiques, donc c'était rédhibitoire. Donc, on ne pouvait pas faire une conversion brownfield. On ne pouvait pas résoudre ce problème-là. Il y avait aussi plusieurs mandants, donc il fallait construire une trajectoire pour à la fois régler ce problème de contrôle de gestion, mais également aller vers une fusion des différents mandants. Voilà. Donc ça nous a permis de proposer à la fois un axe de progrès et une trajectoire. Quand on arrive à cumuler ces deux éléments, on arrive à vendre le projet. Sauf que dans ce contexte, on a dû prendre un scénario Greenfield. Voilà, on est en 2016 quand on commence les études. Et je me rappelle qu'on s'était dit avec le directeur informatique, c'est quand même dommage de faire un Greenfield juste pour refaire la structure analytique. Voilà, c'est quand même pas du tout les mêmes budgets. Voilà. Et quand on regarde ce qui s'est passé pendant le projet, ce qui nous avait marqué, c'est que pendant les ateliers, très souvent, on avait, en fait, on veut refaire ce qui existe aujourd'hui. Voilà, donc sur le contrôle de la gestion, il fallait refaire. On avait quelques petits axes de progrès, mais il fallait beaucoup refaire à l'identique. Donc, on est parti dans un projet pour reconcevoir, refaire mieux, et finalement, on a beaucoup réutilisé. Et on a passé beaucoup de temps à recopier du paramétrage, à reprendre des interfaces, des spécifiques. Et on a passé plus de temps à copier et adapter qu'à reconcevoir et à refaire. Donc, on a quand même pu activer le reporting. Les banques, on n'avait pas le choix. Et puis, on a découvert un outil qui était le cockpit de reprise de données, qui nous a quand même bien simplifié la vie et qu'on a trouvé comme étant un vrai progrès aussi par rapport à ce qu'on connaissait dans le monde SAP jusque-là. Donc, on arrive à la conclusion. Je me rappelle, on avait fait une petite réunion de retour d'expérience avec le client. Et la conclusion, c'est de dire, mais il faudra quand même que vous réfléchissiez, Auguste Arrive, pour avoir des conversions où on puisse refaire une partie de process ou de la solution, mais de ne pas tout refaire et quand même essayer d'en migrer une partie. Voilà. Et c'est de là qu'on a commencé nos réflexions sur la trajectoire Greenfield, qui aujourd'hui, vous allez voir, on maîtrise et nous permet de faire des choses vraiment, vraiment intéressantes. Deuxième référence, c'est Quick, donc c'est de la restauration rapide, ça je pense que vous connaissez. Ça appartenait au groupe Burger King. Le groupe Burger King l'a cédé à un fonds d'investissement. Le carve-out informatique s'est décidé très tard et donc on s'est retrouvé à devoir faire un split de système, une conversion S/4HANA en 3 mois parce qu'on avait le carve-out qui arrivait à son terme, mais il n'y avait pas de clause contractuelle pour le prolonger. Alors pourquoi est-ce qu'on a dû faire à la fois le split et la conversion S4?
parce que quand vous êtes un nouveau client SAP, vous ne pouvez plus acheter de licences ECC, elles ne sont plus à la vente. De toute façon, on n'avait pas le choix. Et le client, en plus, voulant externaliser sa fonction finance, c'est ce qu'il a fait vers Grant Thornton, il ne pouvait pas se permettre d'externaliser sa fonction finance et en même temps reconstruire ses process, donc il fallait absolument qu'il conserve SAP. Donc on a proposé une trajectoire Skyfield qui a été très, très différenciante et qui permettait de partir d'un mandant où il y avait les données Quick et Burger King, de recréer un système qu'avec des données, qu'avec du paramétrage et les programmes pour Quick, et de faire une reprise de données et de le faire très vite. Et puis, comme on avait un planning chargé, on a réussi aussi à intégrer l'activation des achats, le client abandonnant Ariba pour des raisons budgétaires. Un petit recul vraiment sur la partie conversion des programmes, du paramétrage, voire une partie des données, ça c'est vraiment, on n'a pas eu de difficulté. Aujourd'hui, les outils sont maîtrisés et fiables et stables. Voilà. Par contre, on s'est retrouvé à tester une solution avec des utilisateurs qui ne connaissaient pas la solution qu'il fallait tester. Donc ça nous a pris pas mal de temps. Donc on a démarré en 3 mois, on a ouvert la production en 3 mois. Donc on a eu pas mal de travail post-démarrage parce que dans les reprises de données, les contrôles n'étaient pas parfaits. Il y avait des écarts en plus dans les données dans les données existantes. Enfin voilà, on avait. Voilà. Donc si je résume, on a tenu le planning. On a fait des choses qui auraient demandé au moins 2 SLO. Donc les SLO, c'est des services payants SAP qui se font de manière séquentielle en moins de 4 mois. Donc on en aurait eu pour au moins 4 ou 6, 8 ou 12 mois avec SAP, avec des SLO SAP. Et en plus, on a pu activer la gestion des achats et bien sûr le reporting S4. Et vraiment, le PEN, ça n'a pas été un problème de conversion, ça a été un problème de connaissance faible parce que de nouveaux acteurs chez Quick, des flux déjà en place. Donc ça a quand même été un beau succès. Pour vous prouver qu'on ne fait pas que du Skyfield, mais qu'on sait aussi faire du Brownfield, parce qu'on en a fait aussi pas mal. Donc je vais vous parler d'une référence qui s'appelle Enixo. Donc c'est un intégrateur réseau qui permet de faire de qui prend en charge toutes les activités réseau dans un bâtiment, par exemple. Donc là, on est vraiment sur comment vendre un projet Brownfield. Donc d'abord, on est parti, ce n'était pas un vrai axe de progrès, mais c'était plutôt un axe de résistance, c'est qu'ils ont une version du CRM7, donc une vieille version du CRM SAP, qui était de plus en plus compliquée à maintenir, il y a de moins en moins de ressources. Et donc, on a travaillé une trajectoire pour remplacer ce CRM7, sachant que la première étape de cette trajectoire consistait à faire une conversion S/4HANA. Mais ça n'a pas été suffisant. On a eu des problèmes budgétaires parce que ça a été décidé assez rapidement. Et donc, il n'y avait pas de budget significatif qui avait été débloqué pour l'année suivante. Donc, on a joué sur 2 leviers. On a éclaté la partie préparation, à peu près 40% du budget sur un exercice budgétaire. Et on a fait la partie conversion sur un autre exercice. Donc, ça a été un moyen d'optimiser l'impact budgétaire de la conversion. Et puis, deuxième chose, on a fait faire une partie de la conversion par les équipes des clients, par les équipes Enixo, par le centre de compétences. Et ça a permis de réduire de 40% le coût de la conversion, tout en maintenant un engagement forfaitaire et une responsabilité globale d'Augustarix. Voilà. Donc, après ces ajustements budgétaires, on a eu le go du board et on a pu lancer cette conversion. Toujours pareil, sur la partie préparation, on a eu pas mal de travail sur la partie CVI. Donc, la partie CVI, c'est le cockpit qui permet de préparer la conversion des clients, des fournisseurs et des salariés. Voilà. D'abord, quand vous avez un CRM7, vous avez une base client synchronisée, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on avait des scénarios un petit peu plus. C'est important à travailler, mais il y a des chemins qui existent. On a trouvé des solutions. Et puis, par contre, la base fournisseur et la base client avaient pas mal de données pas suffisamment précises parce que les contrôles de données dans S/4HANA sont plus stricts que dans ECC. Un code postal dans S/4HANA est mieux contrôlé qu'en ECC et vous vous retrouvez donc avec des clients et des fournisseurs qui finalement vont être en erreur sur leur adresse, mais il y a d'autres données du même type que vous devez corriger avant de lancer votre conversion. Et ça, vous devez identifier les problèmes dans votre base de conversion et aller les remettre à jour dans l'environnement de production. Et il y en avait pas mal, donc ça a été un travail un petit peu lourd
qu'on aurait peut-être pu anticiper un peu plus. Voilà, sinon la préparation, rien de particulier en dehors de ces données à modifier en production sur les clients et les fournisseurs, la somme RAS. Et en post-conversion, déjà, on a vraiment très bien travaillé avec les équipes d'Enixo, qui connaissaient bien leur contexte. Donc, il y a des fois où c'est vraiment même plus efficace, hein, pour pouvoir aller en post-conversion, corriger un point de paramétrage sur des conditions de prix. En plus, quand vous connaissez l'utilisation qui est faite aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Alors que nous, si on fait tout, de temps en temps, on doit revenir, discuter avec vous pour comprendre comment elles ont été mises en place, et seulement là, on peut nous appliquer une correction de paramétrage. Donc, ça a été même plus efficace dans pas mal de sujets. Donc, ils nous ont aidés sur des points de paramétrage, sur l'ajustement des soldes. On a, sur la conversion des programmes, il y a des outils SAP qui nous permettent de faire des modifs en masse. On en a nous développé d'autres. Il y a des corrections qui sont toujours les mêmes pour faire aussi des corrections en masse. Donc, c'est des choses qui sont plus au niveau factory aujourd'hui. Voilà, on a activé quelques nouvelles tuiles, ce qu'on appelle des QQueen. Et très important, là, on avait beaucoup de volume de données, donc on a fait un dry run supplémentaire. C'était nécessaire, ça nous a permis de bien optimiser le temps de conversion pour sécuriser la conversion durant un week-end. Voilà. Donc, on a mis en production, donc en conclusion, on a mis en production en un an. On devait avoir un stop and go entre la préparation et la conversion. Ça s'est fait dans la foulée. Et on a encore une fois démontré que le travail en binôme avec un centre de compétences clients, c'était efficace et qu'on maintenait notre engagement forfaitaire. Voilà. Rapidement, là, j'ai pris deux références en cours parce que je trouve que c'est deux beaux exemples qui permettent d'illustrer ce que peut apporter Skyfield, parce qu'on fait de plus en plus de choses avec Skyfield. Le premier, c'est Eramet. Donc, Eramet, on a eu beaucoup d'achats et de ventes de sociétés du groupe Eramet. Donc aujourd'hui, on a un corps modèle. Tout le groupe Eramet était dans un seul corps modèle, mais on a énormément de fonctionnalités qui ne servent plus parce que sont liées à des activités cédées récemment. Et ils ont encore cédé l'année dernière Saunier Duval, qui était quand même un gros morceau. Ils cèdent, ils rachètent. Juste par exemple pour aller choisir une division, juste les divisions de Eramet, il y a 4 pages de division, alors qu'il y en a une quinzaine qui restent actives. Donc les utilisateurs n'en peuvent plus, tout est comme ça. Donc ils voulaient faire à la fois un nettoyage du paramétrage, enlever les spécifiques, amener des évolutions et faire une conversion S/4HANA. Donc le scénario Skyfield permet d'adresser tout ça. Donc on a pu retoucher le paramétrage, on a pu faire pas mal de choses. Là, on a dans la préparation, on a anticipé tout ce qui était CVI. Il n'y avait pas trop de travail chez eux, mais on l'a fait en 2022, en avance de phase par rapport à la conversion. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait anticipable. Et on a fait aussi un travail pour aller nettoyer les spécifiques avant même de commencer la conversion. Voilà, ça, on l'a fait 6 mois avant le début de la conversion. On a ensuite fait la préparation de la conversion. Il n'y a rien de particulier, encore une fois, à signaler. C'est des sujets qui sont relativement maîtrisés. On a fait la somme. Là, on est dans la partie post-conversion et on est en train également d'implémenter des évolutions. Par contre, Eramet a beaucoup de projets en parallèle et c'est un peu ce qu'expliquait Lionel en début de présentation. On a dû proposer ce qu'on appelle des resynchronisations de l'environnement, c'est-à-dire qu'on doit réduire au maximum la période où on va figer le système, le corps modèle en termes d'évolution pour faire notre conversion. Donc on a une phase de préparation, on va resynchroniser à nouveau le système, on fera un complément de préparation et après on fera notre conversion. Ce qui nous permet à peu près de diviser par 2 le temps où on fige le système d'évolution. Les projets en parallèle peuvent continuer d'avancer pendant qu'on fait cette conversion. Donc, quand il y a pas mal de projets en parallèle, ça permet de les continuer, de les mettre en production et en parallèle de faire avancer la conversion. Donc là, on a une conversion Skyfield qui permet de faire du nettoyage de données, du nettoyage de paramétrage, du nettoyage de spécifiques.
On avait aussi le New Ledger qui n'était pas totalement activé. Il aurait fallu, encore une fois, un service SAP SLO payant. On a pu le traiter et on arrive à faire une conversion et une évolution en même temps. Donc, ça nous paraît un bon scénario. Et enfin, cerise sur le gâteau, entre guillemets, on se resynchronise avec des projets. Par exemple, on a un projet qui va être mis en prod au mois de mai. On va faire une resynchronisation en juin pour finir notre conversion. Donc voilà, ça prouve qu'on peut embarquer pas mal de sujets en parallèle. Un dernier exemple pour illustrer, je ne sais pas si je suis dans les temps. Un dernier exemple, c'est un client qui s'appelle Precidip. Donc, il travaille sur des supports de composants électroniques. Donc, eux, ils ont un beau use case dans le sens où ils voudraient activer la gestion des lots dans un système productif. Ça fait pas mal de temps qu'ils ont ça sur la table. C'est extrêmement compliqué et voire même, on ne sait pas tellement comment faire. Et c'est là où le scénario Skyfield, encore une fois, apporte une solution. Vu que grâce à ce scénario, on va pouvoir activer cette gestion des lots dans ce nouveau système converti. On en a profité pour faire une étude pour identifier la liste des top 10 qu'il y avait dans l'application. On a pas mal d'évolutions qu'on va embarquer en même temps que la conversion et en même temps que cette activation de l'eau. Donc là, voilà, là, ça nous permet de bien illustrer que finalement, dans une conversion Skyfield, on peut même aller assez loin dans les évolutions. Le Precidip, on va assez loin, dans le sens où finalement, la version initiale de la solution Precidip, c'est comme si c'était un pré-paramétré, qui est donc déjà fortement contextualisé au contexte Precidip, sur lequel on va apporter des gaps. On va vraiment travailler par gap et on va, lors de la conversion, ne travailler que sur ces gaps d'écart qui vont nous permettre d'améliorer la solution et d'amener à la fois une nouvelle solution S4, mais également pas mal d'évolutions par rapport à ce qu'ils avaient sur ECC. Voilà, j'espère que ces quelques exemples vous donnent quelques idées par rapport à vos contextes. La règle quand même, pour nous, fondamentale pour vendre un projet S4, qui est quand même la question qu'on nous pose le plus souvent. La première, mine de rien, c'est quand même de commencer par travailler sur une trajectoire. Parce qu'il y a beaucoup de directions générales que je rencontre qui se posent des questions S4ANA, mais ça reste totalement abstrait. Ils ne savent pas comment commencer, ils ne savent pas combien de temps ça va prendre, combien ça va coûter. Et tant qu'on n'a pas défini une trajectoire, en fait, on reste sur des ordres de grandeur, voire même assez dangereux, parce qu'on va vous dire c'est entre 4 et 8 mois. Non, il faut quand même un minimum faire un petit cadrage. Le readiness check peut nous aider, mais il faut aussi connaître la trajectoire, parce qu'entre du brownfield, qui est très utilisé, du skyfield, qu'on utilise quand même dans pas mal de contextes, le greenfield est quand même plus rare, heureusement, parce que ça fait des projets quand même beaucoup plus lourds. On a besoin de définir cette trajectoire, et de là, on peut faire un budget, on peut identifier les moyens qui sont nécessaires, et là, on peut commencer à avoir une discussion. Et si, dans ce débat-là, on arrive à trouver des axes de progrès ou à se resynchroniser avec un calendrier d'entreprise, une acquisition ou une restructuration, là, on pourra déclencher cette conversion. Voilà, moi, j'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. De toute façon, vous pouvez nous poser des questions, même après la fin du webinaire, hein, on vous répondra, on a vos coordonnées. Soit ça a été très clair, soit il y a une question qui arrive. Non, oui, non. Alors, il y a une question. Pour la migration des données, est-ce que vous avez déjà utilisé la solution SNP? Alors, non. Nous, aujourd'hui, on a utilisé deux méthodes pour faire cette conversion. Soit on a fait des extractions. On avait déjà des outils d'extraction qui étaient en place via des outils clients ou autres. Je ne donnerai pas de nom, mais voilà, on avait des extractions en place et on a utilisé Cockpit. Soit on est passé par ALE.
On a testé la connexion via Cockpit qui permet d'aller lire un ECC et de reprendre des données dans S4HANA. Aujourd'hui, on a rencontré suffisamment de problèmes pour pas encore l'utiliser. Je pense que ça deviendra notre trajectoire prochainement, mais aujourd'hui, on a quelques problèmes rédhibitoires pour, via le cockpit, aller accéder directement aux données qui sont dans un ECC pour les reprendre dans un S4. Mais ça nous paraît la trajectoire qui va finir par s'imposer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Pour la migration, ça, ok. Il faut que je me mette dans le chat en fait pour les voir. Personne qui commence à écrire, je sais pas si ça va continuer. C'est pour nous remercier. Merci Paul. Ok, de toute façon, n'hésitez pas à nous recontacter pour qu'on vous donne plus de détails. Voilà, encore une fois, hein, en synthèse, on fait plus de conversion brownfield que Skyfield. Maintenant, vous avez vu, il y a pas mal de sujets où Skyfield est différenciant. Et quand vous avez du mal à vendre à votre direction générale une conversion, ça vaut le coup. On travaille par élimination. C'est vrai que d'abord, on essaie de s'assurer que brownfield ou Skyfield fonctionne. Donc, ça, le readiness check nous aide. Et ensuite, une fois on s'est sécurisé sur le fait que brownfield ou Skyfield pouvait être utilisé, ça vaut le coup de quand même de regarder si il n'y a pas des sujets qui justifient un scénario Skyfield. Sinon, il faut rester en brownfield. Mais en tout cas, vous aurez une trajectoire et de là, vous pourrez commencer à monter un sujet. Et après, on a une approche pour identifier des axes de progrès qui contribuent à la vente. Mais pour être très direct, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à dégager un ROI sur une conversion. On n'a pas suffisamment d'axes de progrès. Donc, sauf calendrier d'entreprise ou transformation dans l'entreprise, voilà, on est sur des projets qui sont compliqués à vendre. Voilà. Donc, on a pas mal de méthodes pour vous aider à vendre, mais après, il faut qu'on comprenne votre contexte. Merci Richard, ravi de vous revoir. Ok. Il y a une autre question qui arrive. Pour l'instant, c'est des remerciements. Ça fait plutôt plaisir. On va attendre que Nicolas nous envoie son message. Bon, après, on a plus de conversions S4HANA devant nous que ce qu'on a déjà réalisé, en tout cas sur les marchés français et suisses. Donc, ça devient un élément aussi, un petit élément aujourd'hui. Quand vous lancez un projet significatif sur un projet ECC, sachez que vous lancez un projet sur une solution qui, depuis 5 ans, n'est plus la solution leader ou à jour de SAP. Et donc, vous êtes en train d'investir sur quelque chose qu'il faudra refaire en partie quand vous basculerez sur S4HANA. Alors, il y a une question. Lorsqu'on nettoie le paramétrage, je suppose que le nettoyage des données transactionnelles est un gros effort. Vous confirmez? Alors, pas en Skyfield, dans le sens où en Skyfield, on va avoir un mandant où on a enlevé toutes les données et on va se servir du cockpit de reprise de données pour reprendre les données. Donc, on n'aura pas d'historique dans une conversion Skyfield. Donc, on n'a pas ce problème de nettoyage de l'historique des données, qui était un des vrais points.
Donc voilà, on amène une solution qui, dans certains cas, est très efficiente. Je prends encore une fois l'exemple, par exemple, des ramettes. Sur Eramet, l'historique, ils iront le chercher dans l'ancien système, parce qu'on reprend les données, mais à l'inverse, il y avait tellement de données historiques de sociétés qui n'existent plus, ou de sociétés, ou de passifs, mais où les choses ont beaucoup changé, que ça a été un choix fort au niveau même de la direction générale de se dire on veut pas, on accepte de ne pas avoir l'historique, on veut repartir sur quelque chose de propre. Clément est en train de peut-être... Y a-t-il un engouement pour l'offre RISE de SAP? Sinon, quels sont les freins? Alors là, je vais être très pragmatique. Aujourd'hui, c'est clair que l'éditeur SAP pousse pour qu'il y ait une adoption la plus importante sur RISE possible, qui nous paraît être le sens de l'histoire. Ça me paraît logique que les gens basculent sur RISE. Maintenant, ça dépend, encore une fois, de votre contexte. Je vais vous donner deux contextes extrêmes. Si aujourd'hui vous êtes on-prem, que vous n'avez pas prévu de faire beaucoup d'acquisitions de licences dans les années qui viennent, et que vous avez trouvé des contrats d'hébergement très compétitifs, on n'arrivera peut-être pas à vous démontrer que la conversion via RISE est plus intéressante. À l'inverse, un autre contexte qui, lui, bascule sur RISE presque automatiquement, si aujourd'hui vous êtes on-prem, bien sûr, et que vous avez des acquisitions de licences prévues dans les prochaines années, on pourra facilement vous démontrer qu'économiquement, vous avez intérêt à basculer sur RISE. Donc, c'est aujourd'hui l'éditeur qui met beaucoup d'énergie pour basculer sur RISE et qui, bien évidemment, nous met dans des situations où les remises sont plus agressives sur RISE, donc rendent des scénarios de conversion plus pertinents pour aller sur RISE que si on restait en on-prem. Mais nous, en tant que distributeur intégrateur, on vient et on essaie de faire avec vous une étude objective et efficace de ce qui pourrait être le bon scénario. Aujourd'hui, on a des clients qui ont migré sur S/4HANA, qui sont restés en on-prem, hébergés par Andexar, ou qui ont basculé sur RISE. On a tous les scénarios. Mais on le fait de manière très pragmatique. OK. Si vous n'avez pas d'autres questions, ben je vous propose de clore ce webinaire. Et en tout cas, merci d'avoir été nombreux à cet événement. C'est un beau succès pour nous et j'espère qu'on a répondu à vos attentes et on est bien évidemment à votre disposition pour répondre à d'autres questions ou aller plus en détail dans votre contexte. Merci à tous. Bonne, excellente journée. Je termine.